Bienvenue sur le podcast de Fitness Smith. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr. On démarre. Salut à tous, aujourd'hui j'ai un invité particulier qui va nous apporter pas mal sur déjà sur la vie au Canada, sur ses études, son parcours. Donc j'ai le plaisir d'inviter Layan. Salut Layan. Salut Théo. Donc alors parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu t'es parti au Canada pour suivre des études dans le milieu du sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors ouais, c'est ça. Moi, je suis une formation STAPS en fait, donc une formation STAPS à l'université de Grenoble. Et je me suis spécialisé dès la deuxième année en ce qu'on appelle STAPS APA. Donc APA, c'est activité physique adaptée et santé. Donc en fait, c'est faire de l'activité physique aux personnes qui ne peuvent pas en faire. Par exemple, les personnes en situation de handicap mental, moteur, les personnes âgées. Va y avoir aussi de la réinsertion sociale avec le sport dans les milieux carcéraux, dans les foyers, etc. Mhm. Et donc, j'ai choisi de faire ma troisième année de licence au Canada, au Québec, à la ville de Trois-Rivières, qui est une petite ville entre Québec, la ville de Québec et Montréal. Ouais. Et donc, je fais toute ma troisième année ici. Ça a été difficile de partir? Enfin, je veux dire, par rapport à ton... quand tu étais dans le milieu des études ici, le fait de décider de faire ta dernière année, enfin ta troisième année là-bas, c'est quoi la procédure? Alors, en fait, le plus difficile, c'est pas forcément de prendre la décision ou de partir, mais c'est vraiment la paperasse. Tous les D'accord. papiers en fait à faire. Donc, si tu veux, tu commences. Moi, j'ai commencé en octobre 2017, si je dis pas de conneries, à faire pas de bêtises, pardon, à faire les papiers Mhm. pour terminer j'ai eu ma réponse finale en juin 2018. D'accord. Donc, tu as toute une année en fait où tu dois monter un dossier. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment très compliqué. Tu dois faire des lettres de motivation, une estimation budgétaire, regarder tous tes cours, est-ce que ça convient à ton parcours? Parce que le parcours APA est quand même un parcours qui est un petit peu particulier en STAPS, qui n'est pas donné dans toutes les universités, qui n'est pas donné partout en Europe. Mhm. Par exemple, j'avais une idée de partir à Bruxelles. Bruxelles est vraiment plus entraînement sportif que APA. D'accord. Donc, ça a été très compliqué à ce niveau-là, en fait, où tu étais constamment dans de la paperasse, voilà, monter le dossier. Euh, Et donc, tu t'es renseigné, enfin, je veux dire, quand tu as décidé de le faire, tu as tapé ça sur Internet, tu as un site Internet à recommander pour tout ça ou... par rapport au papier à faire, Ouais. alors j'ai été indiqué en fait par mon université. Donc, Ouais. si tu veux, normalement, chaque université a un responsable des relations étrangères, un responsable des échanges internationaux. Mhm. Et donc, ce responsable va te dire, bah voilà, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses telle ou telle demande de telle ou telle façon. Donc, tu as quand même des modèles. L'université te Ouais, donne t'es des encadré, modèles. ouais. Tu es quand même encadré. Pour le choix des cours, tu vas sur le site de l'université, tu regardes les cours et après, tu en parles avec ton responsable. Pour la lettre de motivation, bah, après, je me suis renseigné autour de moi sur les personnes qui étaient déjà parties. Qu'est-ce qu'il faut faire comme lettre de motivation? Donc, alors évidemment, le premier truc à ne pas dire, c'est je veux partir au Canada parce que j'aime bien voyager. Enfin, Ouais. ça doit pas être la raison principale étant donné que tu es C'est dans pas les une. vacances, quoi. Ouais, c'est pas les vacances. Exactement. Après, pour le plus compliqué, je trouve, si tu n'as pas de relation dans le pays ou si tu n'as pas vraiment d'idée, c'est l'estimation budgétaire. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des connaissances au Québec qui ont pu Ouais. me dire, bah voilà, le coût de la vie, c'est plus ou moins ça, 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 ça. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que tu listes absolument tout.
Donc, moi, je peux conseiller les gens d'aller voir des blogs. Maintenant, avec Internet, il y a énormément de blogs, d'aides, de forums. Les gens parlent de leur expérience. Donc, si on n'a pas de connaissances sur place, ça peut vraiment être assez utile, justement. D'accord. Et toi, du coup, quand t'es arrivé, toi, t'avais un pied à terre là-bas, quoi. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. En fait, bon, moi, je suis arrivé, j'ai fait une arrivée vraiment en douceur, dans le sens où je suis arrivé bien avant avec ma sœur, parce qu'on voulait se faire des vacances. Mon père nous a rejoints, donc c'était un petit peu road trip en famille au Québec. C'était Super. assez sympa. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai fait pour le logement, donc il y a deux possibilités pour les personnes qui partent en échange universitaire. Soit tu prends les logements de l'université, justement les résidences, les gîtes. Donc Mhm. là, tu te renseignes directement avec l'université, c'est eux qui gèrent absolument tout. Ouais. C'est sympa parce que tu es avec des personnes, des étudiants, mais c'est un peu plus cher que ce que tu peux trouver par toi-même. D'accord. Ou alors, tu as un site, ça, c'est comme le Bon Coin, mais au Québec, ça s'appelle Kijiji, Mhm. euh, où tu peux trouver des locations d'appartements, des chambres étudiantes, etc. Donc moi, j'ai regardé ça. Et quand on est arrivé dans la ville, en fait, on a d'abord pris un Airbnb pour quelques jours et Ouais. j'ai fait mes démarches sur place et j'ai trouvé très rapidement la chambre qui me convenait. Donc là, actuellement, c'est ce qui se fait beaucoup au Canada, en fait. Tu es en sous-sol, sous la maison d'un mec, en fait, et le sous-sol est aménagé. Là, par exemple, on a 3 chambres, salle de bain, cuisine, etc. Donc, Bien voilà. isolé en plus, quoi. Écoute, c'est pas si mal isolé. Je pensais avoir assez froid, mais là, tu vois, on est le quoi? On est le 22 novembre. Il fait quand même déjà des -10, -15, Ouais. Et ouais. et t'as pas froid. Franchement, ça tient bien le coup. Et quand t'es arrivé là-bas, ta première expérience en salle de muscu par rapport à la France, parce que t'es quand même, il faut rappeler, t'es quand même passionné de muscu à la base. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé la première fois? Déjà, comment t'as choisi ta salle? Écoute, on va dire que au début, j'avais une salle en tête, vraiment, parce que je me suis dit: «Je vais au Canada, j'ai envie de me faire le délire de la grosse, le gym comme ils appellent ici, américain», que ça soit Canada ou États-Unis. Tu as ce côté vraiment, avec les gros gyms, les bonnes machines et cetera. Donc je voulais aller, au World Gym. Donc le World Gym, c'est une chaîne au Québec, en fait, Ils sont de partout aux États-Unis bodybuilding. aussi, ouais. Je crois qu'ils sont aussi aux États-Unis, ouais, mais Ouais, ouais. ils sont partis au Québec, c'est un truc quand même assez connu. Et donc je suis allé faire une première séance d'essai là-bas Mhm. et le petit détail qui fait beaucoup mine de rien, c'est que c'était assez loin de chez moi. Eh Faut oui. savoir que la ville où je suis, en fait, est très mal desservie, au niveau des transports. Donc il y a pas de métro, pas de tram, rien du tout, c'est des bus qui passent, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, donc c'est voilà. Donc j'ai fait un test là-bas. Donc déjà, je suis arrivé, première impression, bon, bah, tu impressionné, quoi. Tu as un immense local où c'est marqué en gros, World Gym avec, je crois que c'était que du Nautilus, les machines. Ouais. Ils ont beaucoup de Nautilus ici. Alors au final, Nautilus fait des bonnes machines, mais pas que, hein. Ah ouais, t'as Mais pu un peu comparer, ouais. ouais, il y en a quand même quelques-unes, qui sont pas notamment c'est quelques machines à abdos ou tirages horizontaux qui sont pas incroyables, mais à part ça, il y a quand même des bons trucs. Et justement, je m'étais imaginé vraiment, bah, voilà, les gens savent s'entraîner, les gens sont pas là pour déconner. Alors, les gens effectivement sont pas là pour déconner. Tu vois quand même que dans les salles de muscu, ils savent ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont quand même bien encadrés, en fait. Il y a Ils beaucoup de sont bien coachs? encadrés. Il y a beaucoup de coachs là. En fait, j'ai changé de salle de muscu parce que celle-là était trop loin. Donc j'en ai pris une à 15 minutes à pied de chez moi, Ouais, génial. qui est aussi bien équipée, qui ferait vraiment le taf. Et il y a pas beaucoup de monde. C'est un des critères importants pour une salle de muscu, c'est que ça soit pas bondé à chaque fois. Ouais. Et en fait, dès que tu arrives, et ça j'ai trouvé vraiment bien en France, je sais pas si d'autres salles font ça. Moi, j'étais à Fitness Park parce que bah voilà, c'est une chaîne qui est partout en France, donc c'est pratique quand tu te déplaces. Ouais, ouais. Mais généralement, tu arrives, tu t'inscris, tu donnes ta carte de crédit et basta. C'est ça. Ici, tu arrives, c'est bon. Alors, quels sont vos antécédents dans le sport? Depuis combien de temps vous pratiquez? Est-ce que vous avez déjà eu une blessure? Est-ce que vous avez dû arrêter le sport à cause d'une blessure? Taille, poids, âge, quels sont vos objectifs? Est-ce que vous en avez plusieurs? OK, on range tout ça et à la fin, eh ben, on regarde si vos objectifs ont été atteints.
Déjà, d'entrée de jeu, tu as ça. C'est une forme Donc, de pression un peu. Tu sais que tu vas pas pour rien, quoi, parce qu'ils vont te demander des comptes. alors, ils vont te demander des comptes, mais d'un côté, c'est aussi pour que toi, tu n'y ailles pas dans le vide, en fait. Et Ils ouais, essayent ouais. vraiment de te dire, bah voilà, tu vas t'entraîner, tu essaies de comprendre pourquoi tu vas t'entraîner et d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose à atteindre. Ensuite, c'est vrai que dans les salles, tu vois, quand même, il y a beaucoup de, surtout la salle où je suis, il y a beaucoup de personnes qui sont encadrées, plus que ce Mhm. que je voyais en France. Donc, généralement, il y a souvent un coach avec eux. Et ça va être pour tout, hein. Vraiment, ça peut être de la transformation physique, donc perte ou prise de poids, comme de la préparation physique pour des athlètes, autre que de l'hypertrophie. Ça peut être de l'endurance, de la vitesse, de l'explosivité, de la puissance, ça peut de tout. Ouais. Euh, euh, donc vraiment, tu vois que les gens sont bien encadrés. Après, c'est pas pour autant que, enfin, tu vois toujours les mêmes mouvements approximatifs, les mêmes exercices un peu farfelus ou alors pas forcément exécutés de la bonne façon. Ça, ça reste quand même. C'est Mais tu vois universel. que c'est universel. Mais tu vois que les gens savent quand même s'entraîner et les mecs, il y a pas mal de montagnes quand même. Il y a Ah pas ouais. mal de montagnes, ouais. Tu vois que la culture sportive est présente enfin, dès le plus jeune âge, quoi. Vraiment. Et ils sont plus matinaux que nous ou pas du tout pour aller Alors, s'entraîner? Parce que souvent on dit, bon, au Canada, États-Unis, tout ça, les gens là-bas, ils font du sport dès le matin avant d'aller travailler, etc. Euh, Plus qu'en France. Est-ce que tu as pu voir ça? Enfin, je sais pas si toi c'est sur tes créneaux d'ailleurs, mais est-ce que tu as pu le constater ou pas du tout? Enfin, peut-être alors, dans ta classe, ceux qui pratiquent, peut-être qu'ils y vont avant les cours, mais. écoute, moi, mes créneaux sont sont assez gérés par mes cours, mais c'est vrai que si je peux m'entraîner le matin, j'aime bien, ou alors ça va être un peu en dehors des heures de pointe, type vers 13 heures. Là, généralement, il y a plus grand monde. Midi, 13 heures, il y a plus grand monde. Mhm. J'ai pas vu vraiment de différence par rapport à la France. Comme en France, plutôt dans le matin, ça va être les personnes un peu plus âgées. Ouais. Sachant qu'en fait, il y a une salle de musculation universitaire justement, qui est pas mal honnêtement. Pour le prix que tu payes en plus, c'est pas mal du tout. Il faut savoir que ouais, les salles de muscu sont moins chères qu'en France, beaucoup moins chères qu'en France. Combien c'est là l'abonnement que tu as pris? Pour donner un exemple, je paye 28 $ canadiens par mois, sachant que tu divises par 0,65 pour avoir en euros, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc ça fait quand même pas mal moins cher. Ouais. Et Ça fait quand pour même une pas mal. salle aussi bien équipée, enfin équipée comme la meilleure en France, quoi. Pour une salle bien équipée Ouais. et en plus de ça, enfin, c'est pour une salle bien équipée, c'est celle que j'ai, c'est aussi une chaîne que tu retrouves partout au Québec. Le World Gym était encore moins cher. Le World Ouais, Gym, ben si c'est ce que tu j'avais prends entendu, ouais. ouais, je crois que si tu prends il y a un abonnement à 10 $ par mois, un truc comme ça. Tu vois. Le World Gym, il n'y a pas un gorille sur le truc, non? C'est pas celle-là? Non, 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 il me semble pas. Je crois pas que ce soit World celui-là. Gym avec une. Attends. Est-ce que je confonds World Gym et il y avait autre chose? Il y avait Power Gym. Non, Powerhouse. Mais World Gym. Si, World Gym, si, mais en fait, enfin, je vois, parce que là, je vois le logo dessus, mais en fait, le logo, normalement, tu as juste la map monde, en fait, à côté du World Gym. D'accord. Mais là, je vois un logo avec le gorille, donc possiblement un Ouais, sur les ancien. t-shirts, en fait, ils le mettaient. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est et après au niveau parce que là je sais que les gens ça leur plaît puis moi aussi tout le côté nutrition et tout quand t'as réussi à prendre tes marques facilement, les aliments c'était les mêmes, les boutiques et tout c'est organisé pareil ou il a fallu complètement que tu te réorganises de ce côté-là? Alors, honnêtement, c'est là que tu te rends compte qu'en France, on est pas mal fourni niveau bouffe. Ah ouais? Ouais, au niveau notamment de la qualité, de la provenance, et cetera. Si tu veux, ici, déjà, la malbouffe est mise en avant énormément. Je crois que c'est Tu 75% de bouffe ils appellent ça processed food ou je sais plus quoi là. Ouais, C'est c'est 75% de leur bouffe, enfin aux États-Unis en tout cas. Alors ça Canada, je pense m'étonnerait que pas. ça doit pas être loin derrière, hein. Écoute, ça m'étonnerait pas parce que bon, déjà, moi, j'avais l'habitude en France, quand j'étais à Grenoble,
euh, j'étais en coloc et puis on faisait un peu les courses séparées dans le sens où moi j'allais acheter tout ce qui était partie bio dans les magasins bio Ouais, et mon coloc allait acheter en grande surface tout ce qu'on prenait pas bio, riz, pâtes, etc. d'accord. Donc j'allais rarement dans les grandes surfaces, donc j'avais pas un petit peu tout ce côté marketing à fond, même si dans les magasins bio on a quand même pas mal. Mm. Donc là je suis arrivé, déjà leurs centres commerciaux sont immenses, sont énormes. Et la première chose que tu vois, c'est des énormes promos sur les céréales raffinées, évidemment, les barres chocolatées, les Monsters, que des trucs comme ça, en fait. Donc D'accord. c'est vrai, ça va vraiment être le premier truc que tu vois. Et c'est ce qui est très mis en avant, en fait, ça va être ouais, de la malbouffe ou alors de la bouffe qui donne envie, mais qui est pas forcément saine. Parce que moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est composition des aliments, notamment des aliments transformés. Si j'en prends, ça va être des choses avec un minimum de choses dedans. Ouais. Euh, et là, bon, alors c'est compliqué de trouver des choses de ce type-là. Au niveau des fruits et légumes, par exemple, si tu essayes de prendre du bio, c'est rarement du bio local. Ça va beaucoup être du bio des États-Unis, du Mexique, du Chili. Donc après, Et tu te tu vois poses des encore la produits question. français? Non, pas de produits français, à mon souvenir. Au niveau des fromages, peut-être. Ouais. Moi, j'en consomme rarement, donc je saurais pas trop te dire, mais je sais qu'au niveau du fromage, je pense qu'il y a quelques produits français. Mm. Ça coûte d'autant plus cher. Et du vin sûrement Mais aussi, ouais. vin, écoute, il y a surtout, Los il y a surtout Angeles, des Australiens. Il y a pas mal de australien, vins d'accord. australiens, ouais. Pas mal de vins australiens. Après, il va y avoir des vins d'Europe aussi, portugais, un petit peu de français quand même, quelques italiens et espagnols. Mais Mais en gros, si tu veux manger sainement, ça te revient plus cher qu'en France. Enfin, plus écoute, complexe et plus cher, quoi. c'est plus complexe. En fait, tout dépend. Tout dépend qu'est-ce que tu regardes quand tu achètes. Dans le sens où moi, je vais essayer de regarder, en plus de manger sainement, je vais essayer de limiter un petit peu tout ce qui est empreinte carbone. Donc, je vais essayer de regarder la provenance. Si le produit est pas suremballé. Par Mhm. exemple, il y a pas mal, et moi, c'est ce qui m'énerve un peu ici, il y a pas mal de produits bio où tu as une barquette en carton, plus un truc en plastique, plus un deuxième truc en plastique. Donc, niveau déchets, on a pas mal. Et la plupart viennent pas forcément, enfin viennent un petit peu d'ailleurs. Donc par contre, au Québec, tu as beaucoup de produits du Québec, pas forcément bio, mais beaucoup de produits du Québec. Donc ils essaient pas mal de promouvoir ça. Ouais. Euh, Ensuite, au niveau des prix, si tu vas acheter des choses de bonne qualité, la différence de prix est assez élevée, euh, notamment au niveau de tout ce qui est viande, par exemple, le poulet, entre un poulet basique, bas de gamme un petit peu, et le poulet sans antibiotiques, élevé à la ferme, patati patata, tu vas en avoir un à 9 dollars le kilo, un à 27 dollars le kilo, tu vois. D'accord. Donc, en fonction de la qualité que tu demandes sur tes aliments, ça va pas mal augmenter. Après, si je te prends mon panier moyen sur la semaine, euh, le prix doit augmenter plus ou moins de 10-15 € par semaine. Sachant qu'avant, on faisait les courses pour deux, donc ça réduit un petit peu les coûts. Ouais. Mais moi, je trouve pas excessivement cher par rapport à ce que je payais avant si tu convertis en fait le dollar en euros. Mm. Après, quand même, tu vois, tu vas te taper des pommes à 5-6 dollars le kilo. Les fruits et légumes sont quand même assez chers, relativement chers. Euh, mais tu peux t'en sortir si tu peux quand même t'en sortir si t'achètes pas non plus tout et n'importe quoi. Mais justement, c'est très facile de prendre un petit quelque chose en plus, une petite sucrerie, un petit truc comme ça, parce que Ah, ils te le foutent en euh, pleine tronche, quoi. ils te le foutent en pleine tronche et c'est ce qui coûte le moins cher et c'est là où il y a le plus de promos, tu vois. Ouais. Ouais, ils Donc essayent de mettre vraiment, dessus, ouais, enfin de mettre en avant ça, ouais. Mais c'est après, ça. au niveau, dans les rayons, tu trouves des compléments alimentaires, des choses comme ça que tu n'aurais pas en France? Alors, les compléments alimentaires, t'en trouves partout. Ici, c'est incroyable, t'en trouves absolument partout. Donc, dans les supermarchés, dans les pharmacies, Bon, on vraiment, m'a dit dans les même, stations-service. ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans les stations-service, tu trouves des barres protéinées, des glaces basses calories,
Ils vendent beaucoup de tout ce qui est barres protéinées, ça, ils en vendent pas mal. Donc ça, t'en trouves partout. Après, qualité, pas forcément. Heu, c'est un peu toujours la même chose. Et c'est des marques Heu, improbables en plus que tu n'as jamais vues nulle part. c'est Ouais, des continue. marques, je sais pas d'où ça sort, mais Ouais. les marques que tu trouves en supermarché, c'est souvent enfin, je sais pas si c'est américain, enfin si c'est, Ah, tu dois américain, avoir si c'est No canadien, Food, si c'est Natrols, ces grosses marques là. écoute, Euh, je saurais plus dire parce que je passe devant, je regarde, mais je m'arrête pas énormément. Je sais qu'il y a certaines marques, par contre, de compléments, mais plus dans les magasins de compléments qui sont, canadiens. Donc la ouais. protéine est canadienne et cetera. Mhm. Heu, mais c'est vrai que les compléments ici, tu vas en avoir partout et c'est un sujet beaucoup moins tabou qu'en France. Ça, c'est la chose Par rapport à qui m'a quoi? par rapport au fait où, par exemple, écoute, moi, quand j'étais en France, que ça soit dans l'université, pourtant en STAPS avec des sportifs, hein, ou alors Ouais. dans le tram, ou alors dehors, tu sors ton shaker, tu sors ton truc, les gens te regardent comme un dopé, tu vois? Eh oui. D'ailleurs, les gens pensaient que j'étais dopé. Et ici, c'est quelque chose vraiment de normal, quoi. Tu vois, en cours, tout le monde a son shaker avec soi, tout le monde mange sa collation. Alors ici, ça se fait beaucoup de manger en cours, ça pose pas de problème, mais tout le monde mange sa collation, en cours, donc vraiment, est très assidu sur le moment de manger, sur, le qu'est-ce qu'ils doivent manger et cetera. La les les les, les coachs sportifs vont te prescrire assez facilement, te conseiller en tout cas assez facilement des compléments alimentaires. D'accord. Après, au niveau de leurs connaissances, on va dire, vraiment, est-ce qu'ils ont des connaissances plus pointues qu'en France? Je suis rentré dans une boutique de compléments ici, qui s'appelle, Popeye Suppléments. C'est une boutique extrêmement connue au Québec. Ouais. J'ai posé quelques questions, sur certains produits. Au niveau des réponses, c'était un peu limité à certains moments. Tu vois? Dès que tu essaies d'approfondir un petit peu plus que juste le côté un petit peu basique du produit, des fois, ils savent pas forcément te répondre. Donc c'est pas forcément plus informé que chez nous. Ouais. Hem, mais ils sont beaucoup plus à l'aise sur la prise de compléments. Ben, c'est déjà un premier pas. Après, c'est sûr que en France, il faut dire ce qui est, on n'a pas la culture du sport déjà. Ouais, Donc, partant de là, déjà, ça va être très compliqué, quoi. À, à part être passionné, ici, on a beaucoup de supporters, mais pas beaucoup de sportifs. mmh, Et les seuls sportifs qu'il y a et qui durent, c'est les passionnés. Et on n'est pas très nombreux, faut dire ce qui est. Il y a des mmh, vagues, mais c'est rare d'avoir des personnes vraiment qui adoptent ça comme style de vie. Alors, ouais. alors que c'est plus apparemment bien ancré dans les mentalités, apparemment là où tu es en ce moment. Bah, c'est ça et c'est que tu vois, je discutais avec, 2-3 personnes de ma promo, là, ici. Beaucoup depuis qu'ils sont gamins, le sport phare ici, c'est le hockey. Ouais, Donc niveau physique, ça envoie quand même pas mal. Je suis allé voir 2-3 matchs de hockey universitaire, c'est ouais, ça c'est quand même des bons sportifs les mecs. Mais du coup, ils sont vraiment depuis qu'ils sont petits dans cette mentalité, sportive, donc d'entraînement régulier justement, de régularité. Ils ont dans leur tête vraiment, une mentalité de sportif. En plus de ça, tu vas avoir quand même le côté des sportifs de haut niveau de l'université, qui vont être assez bien reconnus. d'accord. Heu, donc tu as vraiment ce côté, ouais, je fais du sport et je baigne dans le sport depuis que je suis gamin, heu, où c'est un petit peu justement, c'est normal, quoi. C'est vraiment normal, pour une majorité ici. Et du dopage, t'en vois plus qu'en France? Écoute, ils en parlent pas. Après, tu vois certaines personnes, dans les salles ou même à l'université, tu te dis: «Bon, alors lui, putain, j'aimerais bien connaître sa diète parce que en tout cas, c'est un beau bébé». Mais ils en parlent pas forcément. Est-ce que j'en vois plus qu'en France? J'ai j'ai pas tant l'impression. En tout cas, dans le milieu où je suis, Mais est-ce là, qu'ils en actuellement. débattent plus? Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais en France, tu vois, c'est le sujet buzz, quoi. Tu vois, Ouais, tu veux rameuter tout le monde, là, tu parles de dopage. Tu vois, tu ouais. parles de dopage, ça intéresse tout le monde. Est-ce que là-bas, ils ont ce côté où
ils se rassurent tout le temps en disant ouais, c'est parce qu'il est dopé, c'est parce qu'il est dopé, ou des choses comme ça. Est-ce que tu l'entends, toi? Écoute, moi, non, je l'entends pas. Après, je regarde pas mal aussi de, de sportifs sur YouTube, que ce soit canadiens ou américains. De ce que je vois par rapport à la France, c'est que tu as quand même certains débats sur ah ouais, mais lui il se dope pas, machin, mais peut-être un peu moins polémique, tu vois. Et Euh, ouais, ce qu'il faut voir après, c'est surtout dans les commentaires, tu sais, sous les vidéos, parce que c'est là ouais, souvent c'est ça, qu'il y a le c'est plus ça. de... Et je sais pas pourquoi en France, il y a ce truc-là. Je sais pas. C'est vraiment Écoute, étrange. ouais, J'arrive pas il à y a, l'identifier, moi, en fait. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Quand tu leur dis que t'es naturel, ils te croient pas. Pour ceux qui te croient, tant mieux. Et après, quand quelqu'un est dopé mais qu'il l'avoue pas, tu sais, ils vont pousser jusqu'au bout, essayer de le ouais, faire ouais. avouer. Mais bon, le gars, s'il est champion de bodybuilding, t'as pas besoin qu'il avoue quoi que ce soit. Tu vois, enfin, Non, faut bien pas sûr. s'épuiser pour rien, quoi. Enfin, le bodybuilding, c'est du bodybuilding, quoi. Et je sais pas pourquoi il y a ce truc-là en France. J'ai l'impression que c'est une perte de temps, moi, en fait. Bah, écoute, moi, dans ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre aussi, alors je crois que c'est dans un des podcasts d'Aiki, de Share Fitness. Ouais. euh, En France, il y a un gros problème avec la réussite. Tu sais, ce tabou de l'argent, ce tabou de combien tu gagnes, est-ce que tu as bien réussi, est-ce que machin, patati patata. Donc, j'ai l'impression que dès que quelqu'un fait un petit peu mieux que les autres et que toi, tu n'y arrives pas, tu essaies de lui trouver une excuse. Et en l'occurrence, en musculation, ça va être ouais, mais il y arrive parce qu'il est dopé, tu vois. Sauf que Ouais. certains mecs, ils ont beau être dopés, tu fais pas le quart du travail que lui va faire, tu vois. Donc, j'ai l'impression, et ça, c'est ce qui ressortait justement des podcasts de certains en France, tu as un problème par rapport au succès qu'il faut un petit peu le justifier. Euh, il y Ou pas le arrive parce montrer. qu'il fait ça. Ouais, ou pas le montrer. Moi, j'ai parlé avec des personnes qui ont très bien réussi, euh, qui ne veulent pas le montrer du tout parce que ils ont même peur de perdre je vais pas dire leurs clients, mais leurs élèves, les choses comme ça. Tout simplement parce que ils vont être vus comme quelqu'un qui a très bien réussi, qui conduit une belle bagnole, qui a une belle baraque, etc. Et ça peut créer de la jalousie. Donc par précaution, ces personnes-là, ils veulent pas montrer quoi. Est-ce que Ouais. je peux difficilement comprendre? Après, moi, personnellement, j'ai été motivé par des gens, des Américains, qui, moi, c'était leur réussite qui me motivait. En fait, le fait de me dire, Mhm. ces gars-là, ils arrivent à travailler dans leur passion et en même temps à avoir leur petite maison, alors même si c'est un truc modeste, mais avoir leur baraque, leur bagnole, leur famille, et assurer à tous les points de vue, on va dire, grâce à leur passion, moi ça m'inspire à fond. Je pense qu'en France, il y a ce côté, si toi tu l'as fait, tu m'as piqué la place, en gros, je pourrais pas, enfin je sais Ouais. pas, cette mentalité un petit peu... mais même moi, je dois l'avoir hein, quelque part, puisque je suis français, donc forcément, Mhm. ça doit être pour certaines choses. Pour moi, c'est un peu de la jalousie. Tu vois, Ouais. une forme de jalousie. Et moi, je le ressentais beaucoup au début quand j'ai lancé ma chaîne et que j'ai commencé à en vivre à 100%. Je ressentais beaucoup ce côté, mais c'est pas un travail, tu devrais le donner gratuit, ce que tu fais. Va Ah ouais. travailler comme tout le monde, en fait. Mais c'est quoi Mhm. travailler comme tout le monde je veux dire, quelle est la différence en fait entre travailler ce que je fais et monter un mur ou réparer une bagnole ou quoi? Chose que j'ai fait Ah ouais. d'ailleurs par le passé. C'est ça, ouais. Mais parce que, tu vois, c'est pas accepté. C'est pas Mhm. accepté que tu travailles à un truc qui te plaît. Et moi, en fait, ce que je voyais par rapport justement au Canada, enfin les Canadiens et tout, c'est qu'ils ont beaucoup plus de facilité à faire leur promotion, à se vendre, etc. Chose que nous, on n'ose pas faire du tout. Tu vois, Mhm. on va paraître tout de suite comme arrogant, comme ah il veut vendre son truc, etc. Là-bas, on a l'impression que se vendre, c'est et puis même ils ont un don pour le marketing. Alors plus les Américains, mais pour tu vois se faire leur autopromotion quoi. Ouais. C'est vrai que c'est ça. Alors, je j'arrive pas encore à savoir si c'est réel ou si c'est un petit peu une façade, mais tu as l'impression quand même ici que les personnes vont t'encourager à faire des choses, tu vois? Tu vas leur parler de certains projets, de certains trucs, ils vont tout de suite être
plutôt dans le côté positif. Donc: «Ah, c'est génial, ah, c'est comme ça, c'est très bien». Plutôt que d'émettre un petit peu des comment dire? Des Modéré, restrictions ouais. en disant ouais, voilà. Après j'arrive pas encore à savoir si c'est sincère, tu vois? Ou si ça reste un petit peu une façade, mais tu quand même, j'ai l'impression que tu as quand même un côté où ils vont plus facilement te pousser vers le haut plutôt que vers le bas. Après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est ma vision en tant que touriste ici et peut-être que dans le milieu c'est différent. Mais en tout cas, c'est la sensation que ça donne en étant là, c'est que tu as envie de faire des projets. Tu as envie de faire quelque chose parce que les gens vont pas être là à te dire: «Ah ouais, mais non, mais ça c'est pas possible et puis, si tu fais ça comme ça, bah, c'est trop simple» et cetera. Donc tu as ce côté un petit peu où ils vont t'encourager un peu plus justement. Mais ça, c'est bien. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, ça, que Mmh. tu l'encourages ou tu décourages, ça te coûte rien. Et peut-être qu'ils se disent que s'ils encouragent plein de personnes, dans le lot, il y en a bien qui va réussir et qu'il se rappellera de lui en disant: «T'étais le seul à croire en moi». Tu vois? C'est possible, ouais. Donc c'est peut-être une stratégie pour faire du réseau dans le futur, quoi. Non, mais en tout cas, bah, c'est intéressant. Après, au niveau de tes études, etc., tu voulais que, enfin, on avait dit qu'on parlerait un petit peu du sport sur ordonnance. J'en avais Mmh. vaguement parlé dans une des actus il y a quelque temps. Alors, je vais juste rappeler rapidement que je vais lire en fait l'article Ouais. sur le site. Il y a un décret du 30 décembre 2016 qui précise le médecin traitant peut prescrire aux patients atteints d'une affection de longue durée une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants. Donc après, ils mettent plusieurs personnes qui peuvent prescrire ça. Bon, en règle générale, c'est les professionnels de santé, hein. Et en fait, dans la liste des affections de longue durée, on va retrouver euh, une trentaine de pathologies de mémoire, cancer, alors tu as toutes les maladies métaboliques, Alzheimer, Parkinson, VIH, les maladies du foie, cirrhose, etc., insuffisance cardiaque, enfin bon, il y a plein de trucs. Les gens peuvent aller voir la liste sur le site sport-ordonnance.fr. Et ben voilà, on voulait un petit peu discuter de ça. Donc si tu as des choses à dire, on t'écoute. Mmh. Alors juste par rapport aux affections de longue durée, la liste qui est notée sur le site, donc c'est ce qu'ils appellent la ALD 30 en fait, avec toutes les affections inscrites et ils en ont rajouté certains en fait qui vont, ça on peut le trouver sur le site, amélie.fr, D'accord. c'est le site, de l'assurance maladie où Mhm. en fait va y avoir ALD 31, c'est les affections hors liste. Donc en fait, ça va être, une affection grave d'une maladie en fait de forme évolutive, ou la LD 32, ça va être plusieurs affections qui entraîne à une étape pathologique. Donc en fait, ça, ils l'ont pas forcément mis à jour sur le site Sport sur ordonnance. Mais voilà, pour les personnes qui sont dans ces cas-là, ça, on peut le voir sur le site amélie.fr. Donc par rapport au sport sur ordonnance, en fait, moi je trouve quand même assez bien ce décret dans le sens où on commence à dire bon bah voilà, le sport c'est peut-être utile pour certaines pathologies et ça l'est. Il y a beaucoup d'études en fait, qui ont montré que l'activité physique, bah, c'est une pratique non médicamenteuse, en fait et ça permet un meilleur état de santé. Ça fait partie intégrante de certains traitements, notamment pour, l'AVC par exemple, ou pour, pas mal de pathologies. Hem, donc vraiment ce décret, ce qui est bien, c'est que ça va optimiser la santé des personnes et ça va vraiment encourager à aller vers le sport. Après, ce qui fonctionne, en fait, si tu veux, tu vas voir ton médecin et le médecin, en fait, va te faire Mhm. heu, une évaluation de toute ta condition et en fonction de ça, il va déjà te déterminer un petit peu donc est-ce que tu vas avoir, une limitation, fonctionnelle au niveau de l'autonomie, minime, modérée ou alors, extrême. Mhm. En fonction de ça, il va, t'indiquer vers différents corps de métier. Bah, justement, comme tu l'as très bien dit, il y a les métiers, les professionnels de la santé. Donc ça va plutôt être, kinésithérapeute, ergo, physio et cetera. Mhm. Et après, il va y avoir en fait, les professionnels, de
de sport, en fait, les éducateurs sportifs Mmh. euh, en activité physique adaptée. Donc, c'est justement moi ce que je fais en APA, Ouais. où là, on va avoir un autre travail en fait que les professionnels de la santé, où on va vraiment utiliser le sport comme, moyen de réhabilitation, comme moyen de traitement. Donc c'est vraiment un travail en fait qui se fait en collaboration avec les professionnels de la santé. Le petit problème en fait, c'est qu'au niveau de cette loi, normalement alors je ne sais pas si ça a été changé depuis, mais en fait, normalement, le médecin amène les personnes qui ont, une limitation sévère au plan fonctionnel, voir les paramédicaux, donc voir les kinés, les ergots et cetera. Mmh. Puis après, s'il y a une atténuation, on va intervenir nous en tant que APA. Sauf que certaines, pathologies, en fait, tu vas jamais vraiment avoir d'atténuation. Donc on devrait pouvoir intervenir dès le début avec ces personnes. Par exemple, une des cliniques où j'ai pu faire un stage, des personnes qui étaient en insuffisance cardiaque ou en problème respiratoire, dans une même journée, allaient voir, des kinés, Ouais. faire de la rééducation et aller nous voir nous. Donc on allait leur faire, par exemple, des exercices de respiration, des exercices de renforcement musculaire, des exercices de marche, le tout vraiment, en fait, adapté à leur pathologie et à leurs restrictions. Donc, on va vraiment se référer à qu'est-ce que le médecin va dire. Donc lui, il doit pas faire une activité physique trop intense. Lui, il peut y aller, faut faire attention à telle ou telle chose. Donc on va vraiment agir là-dessus. J'ai Donc j'ai là une question ouais, qui me vient. Comment le médecin Est-ce que le médecin a un background pour pouvoir déterminer si le corps est apte ou pas à faire du sport? Je veux alors dire, c ouais, c'est oui. complexe ça. Est-ce qu'il te consulte toi, par exemple, ou ton homologue, enfin celui qui fait le même métier que toi, ou est-ce qu'il se base juste sur ses compétences de médecin? Je trouve ça étrange, moi, s'il se base que sur ses compétences, s'il en a pas dans le sport, par exemple. Et je trouve ça logique si c'est plutôt une réunion entre le médecin et le professionnel du sport, entre guillemets, quoi. Alors ça va vraiment être le médecin, en fait, qui va déterminer ça. Parce que nous, justement, on est des professionnels du sport, sport adapté, on n'est pas des professionnels de la santé, donc déjà, on ne peut pas émettre de diagnostic. Donc ça, déjà, c'est vraiment, et c'est assez drôle parce qu'ici, au Canada, ils font vraiment la différence. Quand on prend quelqu'un en charge, on doit parler d'un client et pas d'un patient. Parce que D'accord. parler d'un patient, Ok, c'est ouais. mettre un diagnostic. Donc c'est vraiment le médecin, en fait, via toute une batterie de tests qui va évaluer si la personne, via son organisme et sa pathologie, est apte à faire une activité physique. Donc en fait, il va faire des tests sur la fréquence cardiaque, sur, sa tension artérielle, sur sa glycémie, par exemple, si c'est une personne diabétique. Tout ça, en fait, heu, vont indiquer si oui ou non il peut faire l'activité physique. Je donne un exemple. Une personne qui est, par exemple, en insuffisance cardiaque, en fonction de sa possibilité d'augmenter sa fréquence cardiaque, nous, en tant que professionnels du sport, on va lui faire une activité physique, en restant à un certain seuil de fréquence cardiaque. Mhm. Pareil pour une personne qui a des problèmes, respiratoires, par exemple, une maladie obstructive, respiratoire, on va lui faire une activité physique, en fait, en évaluant à chaque fois qu'on le fait s'entraîner, on va évaluer justement heu, sa difficulté respiratoire, sur une échelle, par exemple, de 0 à 10. On va lui demander: «Bon, bah, là, comment vous vous sentez?» De 0, vous avez aucun symptôme, à 10, vous êtes vraiment mal. Ensuite de ça, on va prendre certaines mesures tout au long de l'activité. Donc ça va être vraiment quelque chose de très suivi. Mais au tout début, c'est vraiment le médecin qui va nous dire: «Bon, bah, lui, il peut en faire, lui, il peut pas en faire et s'il peut en faire, c'est à telle ou telle fréquence et D'accord. Donc c'est avec telle ou telle vraiment, précaution». c'est des tests, ouais, d'accord. C'est ça. Après, comment ça se passe? Parce que là, quand il dit sport sur ordonnance, ça veut dire que demain, admettons, une personne qui est diabétique va voir son généraliste. Le généraliste lui dit: OK, je vous prescris du sport. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va avec sa petite ordonnance. Enfin, il va à la salle de sport, il prend la facture et il l'envoie à la Sécu? Alors, bah, justement, par rapport à la sécu, hem,
il faudrait que je regarde, moi je me base vraiment justement par rapport au site, sportsurordonnance.fr. Il faudrait voir si ça a changé, mais il me semble pas. La sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance et après ça va être en fonction de la mutuelle, que les personnes D'accord. ont, qui vont être, plus ou moins remboursées. Heu, En fonction de normalement certaines mutuelles vont rembourser des professionnels de la santé à hauteur d'un certain budget. Par exemple, je sais pas, 200 € par année, tu as le droit d'aller voir un kiné, un ostéo et cetera. Ouais, mais ça, je l'ai déjà, Heu, moi. voilà. Après, en fait, moi, dans ce que je vois sur ce sport sur ordonnance, c'est que le médecin va vraiment, en fait, évaluer la capacité fonctionnelle de la personne. Parce que si toi, par exemple, tu vas faire du sport, de ton plein gré, tu vas pas vraiment savoir à quel niveau tu es capable de faire du sport, tu vois? Tu Mmh. vas peut-être le ressentir, tu vas te dire: «Bon, bah, voilà, peut-être qu'à 5 minutes, je suis fatigué». Mais vraiment au niveau, de l'endurance, de ta force, de l'équilibre, tu vas pas forcément le savoir. Donc ça, c'est le médecin qui va faire des tests et en fait, en fonction de ces tests, bah, comme dans une clinique, il va, t'indiquer le la profession qui est le plus adaptée, on va dire, à ta condition actuelle et surtout qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et il va dire à ce professionnel de la santé ou professionnel du sport, comment est-ce qu'il doit agir sur cette personne. Donc il va vraiment faire en fait, en plus de vraiment une batterie de tests, Mmh. sur ta capacité fonctionnelle. Contrairement à si toi, par exemple, tu vas juste, tu es diabétique ou en insuffisance cardiaque et tu vas voir quelqu'un, hem, tu pas eu de recommandation du médecin avant. Déjà, normalement, en tout cas, je sais qu'au Canada, c'est le cas. Si par exemple, moi, en tant que professionnel du sport adapté, je reçois une personne, qui a par exemple, une maladie cardiovasculaire ou métabolique, heu et qui veut faire du sport, je vais lui recommander d'avoir un avis médical. Je je vais pas forcément le prendre en tant que tel directement, tu vois? Parce que ça peut être D'accord, dangereux pour la personne. d'accord. Mais alors, cette histoire de sur ordonnance, ça veut pas dire que ça sera remboursé, quoi? Ça veut pas dire que ça sera remboursé, ça dépend encore une fois des mutuelles. Ça dépend alors à ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça dépend aussi, de quel professionnel tu vas voir. Mmh. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les kinés sont remboursés. Heu Ah, le kiné en France est remboursé, c'est sûr? Kiné est remboursé. Par contre, par exemple, les professeurs en activité physique adaptée, comme moi, on n'est pas remboursé. Donc après, c'est à voir avec les mutuelles. C'est ce qui peut créer justement des fois une petite réticence où la personne va se dire: «Ah bah mince, je suis pas remboursé, je vais devoir sortir des sous». Ouais, mais peut-être que la prévention et les bienfaits qu'on va te faire avec, l'activité sportive va te permettre d'économiser un traitement par la suite parce que ton état se sera empiré, tu vois? Donc Bah, après, après, ça peut c'est être la une prévention à faire. est-ce qu'en France, il y a un diplôme qui te permettra, d'être sur la liste des activités remboursées? Alors ça, Dans le en fait, un coach remboursé, quoi. Parce que finalement, c'est ça. Le médecin va faire un diagnostic, il va renvoyer vers un professionnel. Admettons, il a un doute sur les poumons, il sait pas trop, il le renvoie vers un pneumologue ou je sais pas comment on appelle ça, je crois que mmh c'est ça. ouais, ça. Donc il va aller faire des trucs avancés, ils vont lui dire OK, mais par contre, si vous voulez faire du sport, je vous en prescris, mais sur ordonnance. Donc il va le diriger vers probablement un coach qui aura le même régime qu'un kiné, quoi, en gros. Ça pourra pas être une salle de sport sans encadrement. Alors Ça sera normalement vraiment, non, il y aura normalement non, toujours un ouais. encadrement, quoi. Après au niveau en fait, il y a vraiment, déjà il y a vraiment des restrictions assez strictes sur qui peut encadrer quel type de personne. Et ouais, ouais. Par exemple, tu es obligé d'avoir une formation, de sport adapté avec des personnes pathologiques pour pouvoir traiter avec ce type de personnes. Dans le sens où nous, on a vraiment justement, contrairement à une formation STAPS, classique, on va dire, entraînement sportif pour être coach ou préparateur physique, nous vraiment, on a des connaissances, médicales, alors peut-être pas aussi poussées qu'un médecin, mais quand même des connaissances médicales sur les pathologies, Mhm. sur comment répondre les pathologies et comment l'entraînement répond sur ces pathologies. Donc on est vraiment formé pour. Un coach sportif qui a, aucune formation, rien du tout, ne peut pas normalement légalement, exercer avec ce type de personnes. Il faut vraiment, Ouais, donc il y a vraiment des coachs particuliers qui vont. Enfin, là, la formation que tu es en train de faire,
logiquement, toi, tu devrais rentrer dans la case du remboursement. Enfin, Oui et de non, la dans le sens où prescription. c'est ouais, alors je rentre dans le ouais, c'est ça. Je rentre dans la prescription parce que, justement, comme le dit dans le décret, en fait, il y a 3 types de personnes qui peuvent exercer sur sport sur ordonnance. Donc c'est les professionnels de la santé, Mhm. les professionnels titulaires d'un diplôme, dans l'activité physique adaptée, donc ce que je fais actuellement, Ouais. et ils ont rajouté par la suite les professionnels et personnes qualifiées. Donc en fait, ça va être par exemple, et ça c'est ce qui est un petit peu contesté, mais ça va être par exemple des éducateurs sportifs, qui vont avoir fait, une formation sur, l'activité physique adaptée. Après, il faut voir aussi quelle est la formation, parce que nous, on a quand même une formation universitaire, de 3 ans. Est-ce qu'une formation, de quelques mois équivaut en termes de compétences? Ça, c'est à voir. Mais donc au niveau des personnes qui vont être prescrites par, le sport sur ordonnance, justement, on va en faire partie, nous enseignants en activité physique adaptée. Sauf Ouais. qu'on va pas être remboursé. Donc après ça va être tout un travail avec, la sécurité sociale ou alors avec les mutuelles, qu'elles intègrent dans leur remboursement justement les enseignants en activité physique adaptée pour, déjà un petit peu promouvoir ce métier et inciter les gens à venir nous voir. Parce que Ben, c'est vrai que ouais, c'est ça, hein. dès qu'il faut payer quelque chose et sortir de sa Les poche, gens, ils viennent plus. il y a des réticences, tu Mais vois? oui, là aujourd'hui, si tu parles aux Français, tu leur dis qu'est-ce que tu fais comme examen pour enfin, au niveau de ta santé, ils vont te dire, bon, les moins frileux, dentistes, ophtalmologie, ouais, c'est ça, ophtalmo, Mmh, la médecine générale et un peu de kiné s'ils se font mal. Par contre, tu ouais, leur parles d'un chiropracteur ou d'un ostéo, ils vont te dire ah oui, j'aimerais bien, mais c'est cher. c'est ça, ouais, Et donc, à mon avis, tant que ils devront payer pour t'avoir avec eux dans la salle, mmh, ils le feront pas. En fait, c'est pas qu'ils le feront pas, c'est ceux qui vont le faire, c'est ceux qui ont les moyens, le temps et l'envie. En fait, tout ce que n'ont pas les gens. ouais, Et moi, je pense que ça crée en fait un bug. C'est bien de faire une loi comme ça. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'ils font enfin, avec la loi, c'est qu'ils ont sorti un truc très intéressant, mais qui vont pas au bout. Parce que mmh. s'ils remboursent pas, personne va t'appeler, toi. C'est ça, ils vont pas au bout et ce qu'il faudrait aussi, c'est un gros problème en France et je le vois même au Canada, hein, c'est le même problème, c'est qu'il y a un travail qui est à faire sur la prévention. Il faut faire de la prévention et pas forcément uniquement, soigner les personnes. Il y a des choses très simples, en fait, au niveau même de l'activité physique, des habitudes à prendre très, très simples, tu vois? C'est quoi? C'est 150 minutes d'activité physique, modérée par semaine. Donc ça fait pas énorme, c'est même de la marche, tu vois? On prend tout le temps le principe des 30 minutes de marche par jour. Ça peut être, 2 fois 15 minutes dans la journée et cetera. Rien que ça, sur la santé des personnes, ça va être énorme. Heu, Apprendre un petit peu à bouger, faire des recommandations sur, heu, quoi manger, que mettre dans son assiette, plein de choses comme ça. Donc déjà, ça passe par la prévention pour déjà se rendre compte que, bah, le sport est important pour la personne et Mhm. peut-être que si déjà ces personnes vont avoir envie de ça et vont se rendre compte que c'est important, les mutuelles vont pouvoir aussi, bah, par la suite proposer des remboursements parce qu'il va y avoir une certaine importance, une certaine nécessité en fait d'aller voir ces personnes. Ben moi, je le vois, la mutuelle que j'ai. Alors moi, je suis indépendant, donc j'ai pas une mutuelle d'entreprise ou autre. J'ai une mutuelle d'indépendant, je sais pas comment on dit, Mmh. mais donc je la paye plein pot. Et moi, dans les formules qu'il m'avait proposées, il m'avait demandé qu'est-ce que vous faites comme soin. Bah, j'ai Mmh. dit rien. Je vais jamais chez le médecin. Je fais rien en fait. Moi, j'ai pas de traitement. Et après, je leur ai dit si, par contre, régulièrement, je vais voir l'ostéo, je fais de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnose, des choses comme ça. Et en fait, c'est là où en fait tu te heurtes à un truc, c'est que tous ces trucs-là, c'est pas remboursé, mais il y a de plus en plus de gens qui le demandent, que ce le soit. Mmh. Donc du coup, ils te rajoutent des forfaits. Donc moi, je crois que à l'année, je crois que j'ai 3 séances d'ostéo remboursées. Alors c'est pas, ils disent pas ostéopathe, ils te disent
trois ou quatre séances de médecine alternative. Ouais. Donc, alors que pourtant, enfin, je veux dire, j'ai eu de très bons résultats avec toutes les autres disciplines. Je sais pas pourquoi il y a ce truc-là, et en plus, ça leur permettrait d'être moins cher, parce que du coup, ils auraient plus de monde, Mm. ça serait plus accessible, etc. Et je pense, moi, que franchement, hein, ça change pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est pas en bonne santé, qui va voir un médecin et le médecin le fait flipper. Il lui dit monsieur là, si vous faites pas, vous perdez pas votre bide rapidement, là c'est diabète. Enfin vous avez déjà le diabète et le cholestérol, ça sera l'AVC, la crise cardiaque ou autre chose dans quelques années. Mm. Le mec ça lui fait peur, il se dit bon allez je me mets au sport. S'il a la thune, il prendra un coach. Lui, que ça soit remboursé ou pas, il l'aurait fait dans tous les cas. Mais après, s'il y a toutes ces personnes-là, alors je suis pas forcément pour le remboursement et tout, parce que c'est bien quand même que les gens payent, mais bon, il faut encore avoir les moyens. Euh, je me dis, il y a entre le kiné et ben, ce que toi tu fais, donc Mm. le sport adapté, on va dire, je vois pas de Ouais, c'est ça. différence en termes hiérarchiquement, pour moi, c'est à la même hauteur. Hiérarchiquement, c'est la même hauteur et en plus de ça, c'est vraiment très complémentaire, en fait. Mm. Il y a beaucoup de mésententes, même au niveau, même dans le domaine, en fait, parce que déjà, nous, en tant qu'enseignants en activité physique adaptée, alors déjà, on est très peu connus de la population, mais aussi très peu connus des médecins et des centres médicaux, Et tu des parles de ça hôpitaux en et France cetera. ou que au Canada? Alors moi, je te parle en France, dans le sens où au Canada, en fait, au Canada, quand tu fais la formation, en même temps, tu es coach, en même temps, tu peux bosser avec des personnes qui présentent des pathologies. Donc, moi, j'ai plutôt parlé d'en France parce que c'est un peu plus ce que je connais. Mhm. On est très peu connu. Donc, par exemple, aussi, il y a un problème, c'est que un médecin qui va faire un diagnostic d'une personne et puis lui proposer du sport sur ordonnance, il va pas forcément l'envoyer vers un enseignant d'activité physique adaptée parce qu'il connaît pas forcément, en fait. Ouais, il sait pas. Donc Ouais. il connaît plus les procédures et tout ça pour un kiné, donc il va l'envoyer vers un kiné. Ben là, il faut Ça spammer l'ordre des médecins dans leur boîte voilà, mail et tout ça, quoi. c'est ça et par exemple, là, tu vois, je vois, il y a certaines cliniques, certains hôpitaux, qui vont pas forcément, engager des enseignants en activité physique adaptée ou alors, qui vont préférer justement, s'il y a des restrictions budgétaires, supprimer ce genre de poste plutôt qu'un poste de kiné et cetera. Parce que c'est plus ancré, dans la société et alors que c'est 2 choses qui sont différentes et vraiment très complémentaires, en fait. C'est vraiment un travail qui se fait à plusieurs et remettre une personne sur pied, c'est un travail vraiment multidisciplinaire. Et oui, C'est ce que j'ai trouvé très intéressant, tu vois? Quand j'ai fait mon stage dans cette clinique, on travaillait, entre kinés, ergo, enseignants en activité physique adaptée, nutritionnistes, psychologues, médecins, cardiologues. Donc tu as vraiment, en fait, des personnes qui sont formées pour certaines choses, qui vont travailler ensemble et en plus de ça, donc la population ne connaît pas oui. ce métier, les médecins ne le connaissent pas, donc c'est vraiment toute une promotion à faire, en fait, sur, bah, voilà en quoi on peut être utile et en quoi ça peut être utile justement d'avoir des mutuelles qui prennent en compte ce genre de métier, justement. Ouais. Bah après, je me dis aussi, ça doit être la discipline qui est la moins acceptée par le patient parce que c'est la seule discipline qui lui demande de faire un effort. Parce que bon, Voilà. le kiné peut faire mal. Ben, en fait, c'est un petit peu le travail du kiné aujourd'hui. Le kiné, un petit peu, il va un petit peu plus loin que ses compétences actuellement, si tu regardes Mmh. bien. Ouais, Et souvent, c'est lui qui prend la casquette du coach sportif hein, en début comment on appelle ça, de rééducation. mmh, Et si tu regardes bien, les gens ont beaucoup plus de facilité à aller faire des soins où ils sont entre guillemets immobiles et ils se laissent faire, alors que là c'est l'inverse. C'est toi qui va rien faire et ouais, alors le client, parce qu'on peut pas dire patient, qui va se mettre à bouger. Et je c'est pense ça. que ça aussi, ça peut créer une résistance. Parce que moi, j'avoue que quand je me suis blessé à l'épaule, je suis allé chez le kiné pendant 6 mois à peu près, Mmh deux mh. fois par semaine.
Et ben forcément, je pouvais le faire parce que j'étais plus ou moins inerte sur la table, quoi. Ouais. Et c'est lui qui me faisait des manipulations, des massages. C'était pas agréable parce que c'était parfois un peu violent, mais je forçais pas, quoi. Mm. Et je pense que ça peut déranger beaucoup de personnes. Se dire, pour aller mieux, j'ai le choix entre... je parle en connaissance de cause parce que dans mon entourage, il y a des gens qui sont comme ça. Les personnes ont devant eux soit un stack de pilules, soit un verre d'eau et aller au sport, quoi. Mm. Et les gens prennent le stack de pilules. Parce que pour eux, c'est ce qui fonctionne depuis des années, c'est la médecine, c'est la santé, etc. Et je pense qu'ils vont être un petit peu dans le même comportement par rapport à ça. Alors j'espère pas pour ton boulot, hein, parce que il faut quand même que tu bosses, mais dans les mentalités, euh, je pense qu'au fond, il faut quand même avoir une petite forme d'ouverture d'esprit, et comme tu dis, ça peut être fait avec énormément de prévention. Si le Ouais. médecin commence à parler, là c'est bon, parce que le médecin, au-dessus du médecin, c'est Dieu, donc il y a Ouais, pas c'est ça. de... Ouais. Donc si le médecin parle à tout, surtout l'ancienne génération, hein, enfin la génération de nos parents et grands-parents, eux, ils voient que par le médecin. Aujourd'hui, c'est fini. Mais avant, on voyait que par le médecin, et je pense que il a le rôle de pouvoir aiguiller, et je pense que à part lui, personne pourrait. C'est pour ça qu'il faut spammer les médecins. Alors, c'est totalement juste ce que tu dis justement par rapport à qu'est-ce qui est ancré dans l'image des personnes. J'ai l'impression que c'est encore très compliqué de comprendre que faire du sport va te faire aller mieux. En fait, les personnes mettent pas forcément en relation, tu vois, traitement et activité physique. Parce que bah, concrètement, ça fait partie du traitement. Mais voilà, c'est qu'on leur a toujours prescrit des médicaments ou alors de la rééducation avec un kiné, un ostéo, faire des mouvements un peu du stretching, machin, machin. Mais on a rarement dit, bah, pour aller mieux, bougez, pour aller mieux, faites du renforcement musculaire, faites de l'activité cardiovasculaire, faites tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore comprise. Et je pense qu'effectivement, ça passerait par la prévention énormément. Pourquoi pas, je sais, alors là, je sais absolument pas si ça se fait, mais des formations ou des formations justement pour les professionnels de la santé qui connaissent pas forcément ces métiers, voilà, de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec les enseignants en activité physique adaptée. Et vraiment de faire la promotion de ça et de faire de la prévention là-dessus en disant, bah, le sport, c'est bon pour la santé et c'est bon aussi comme traitement sur vos problèmes. Et c'est vraiment quelque chose à insister dessus et à faire comprendre aux gens qu'on peut les soigner ou qu'on peut en partie leur améliorer la qualité de leur vie, améliorer leur autonomie via l'activité physique. Ouais, mais après, ça peut passer aussi par, tu sais, par exemple, en France, moi j'ai été dans le monde de l'entreprise pendant quelques années, même pas mal. Et du coup, on te faisait passer le SST, les choses comme ça, des trucs de Mmh. secourisme et tout. Bon, moi j'étais dans le milieu de la sécurité, donc ça me servait. Mais après, il y en a pour qui ça servira jamais parce qu'ils sont dans un bureau, et c'est bien de l'avoir pour la prévention, mais ça Mmh. servira pas, je veux dire, forcément. Euh, ça coûterait quoi? Alors peut-être pas à la Croix-Rouge, mais à un autre organisme, de faire 3 jours de formation dans les entreprises pour justement avoir ce discours-là. Moi, je pense que ça peut être profitable en plus à tout le monde. Une personne moins malade, donc moins en arrêt maladie, plus résistante, donc plus productive, plus musclée, plus en forme, donc plus productive. Même si on parle pas de forcément d'argent, mais quand je dis plus productive, c'est à rendement égal, la personne est moins fatiguée. Donc c'est quand même plus profitable pour la personne. Et toutes ces choses-là, pour moi, ça me paraît très simple à mettre en place. Et je vois pas où est la complexité. Tu vois, t'envoies un nutritionniste et une personne comme toi, par exemple en entreprise, enfin comme toi, vu que tu peux coacher les gens, tu peux avoir un discours sur l'activité physique. En 3 jours, t'as contaminé peut-être, je sais pas, 500 salariés. Mmh. Donc tu vois, ce genre de choses, je sais pas.
le médecin, le problème, c'est que le médecin, il va être aujourd'hui, enfin moi, ce que je vois, parce que des fois, je parle avec certains, aujourd'hui, le médecin devient limite relation vendeur-client, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de perdre son patient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, si, ouais, je vois. Si demain le patient arrive et qui dit je veux pas, moi je veux pas faire de sport, redonnez-moi mon traitement, il va pas lui dire non en fait. C'est très rare, sauf si c'est contre-indiqué et risqué pour sa santé. Mais si le traitement est aussi valable, il va pas trop le pousser à faire de sport. Il va aller dans le sens de son patient. Et je pense que là, c'est je sais pas. Après, comme on dit, tu sais, à trop vouloir aider les gens, en fait, on se tire une balle dans le pied parce que les gens, il y en a beaucoup, ils veulent pas être aidés. Enfin, ils sont bien dans leur truc. Et il faut être là pour les personnes, par contre, qui veulent être aidées. Et ces personnes-là, malheureusement, je pense qu'elles sont pas assez nombreuses à se faire entendre par rapport à cette loi, etc. Et elles sont même pas au courant que ça existe. C'est vrai que cette loi de sport sur ordonnance, par exemple, moi j'en avais entendu parler parce qu'on nous en a parlé, parce que je suis dans le milieu. Mais on n'en a pas parlé à TF1. Mais j'ai pas forcément entendu parler dans les médias. Bon, alors je regarde très peu la télévision ou quoi que ce soit, je regarde même pas du tout, mais j'ai absolument pas entendu parler. Sur Internet, j'en ai pas vu. Il y a pas eu d'affiches, je sais pas, sur les arrêts de bus, sur des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu pareil, tu sais, c'est ce que je reproche un peu par rapport à tout ce qui est la bonne bouffe, quoi manger, comment manger, comment faire du sport, comment s'entraîner. Si tu te renseignes pas par toi-même, à part manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple, on va rien te dire de plus. Et c'est toujours un petit peu le problème, on en revient de la prévention, c'est que les choses sont pas forcément mises en avant et on va rester sur quelque chose de très global. Juste manger, bouger, patati patata. Mais on va pas vraiment dire, ça c'est possible, il existe telle loi, il existe tel corps de métier qui peut vous aider pour telle chose, etc., etc. C'est quelque chose qui est pas encore, il n'y a pas beaucoup de promotion par rapport à ça. On n'en entend pas parler, justement. Bon, on espère que ça changera. Mais en tout cas, merci d'avoir intervenu pour nous parler de tout ça. On fera peut-être un autre épisode si on a des questions, si des personnes ont envie de te poser des questions, s'il y a des sportifs qui ont envie de suivre le même cursus que toi. Comme ça, au moins, ça permettra d'avoir un petit peu plus. Donc, si les personnes ont des questions, il y a toujours le lien certainement dans la description de l'épisode alors directement sur mon site ou alors en message audio sur le petit lien. Est-ce que tu peux commencer à coacher des gens et tout aujourd'hui ou pas encore? Alors actuellement j'ai actuellement j'ai avec la licence 2 que j'ai acquise, il me semble que j'ai pas encore la titularisation en fait professionnelle. J'ai juste, je crois, la titularisation d'encadrant en activité physique, mais actuellement pas encore, non. Bon, pour les personnes qui veulent précommander un coaching avec toi, ils pourront te contacter où? Là, tu as un Instagram, tu as quelque chose? Alors j'ai un Instagram ou alors une adresse mail. Puis c'est avec plaisir que je répondrai à des questions ou que je donnerai des informations sur beaucoup de choses. Tu me la donneras, je la mettrai en description d'épisode, comme ça au moins les personnes... parce que je pense que ça va intéresser une minorité, forcément, mais il y a des personnes qui vont avoir envie d'avoir beaucoup d'infos là-dessus, quoi. C'est sûr que ça va pas intéresser tout le monde de partir au Canada et de suivre ton cursus, mais je pense que les personnes un peu curieuses, et il y en a, je sais, dans ceux qui nous écoutent, vont avoir besoin d'informations. Bon, en tout cas, merci, parce que là, il est quelle heure? Il est 8h chez toi, ici, il est 15h... 9h15 là. 9h15, là, 15h20. Et tu vas faire quoi? Tu vas t'entraîner ou tu vas en cours là? Ah non, t'es en repos, tu m'as dit. Non, là aujourd'hui je vais m'entraîner, mais je vais peut-être attendre une petite heure. Je vais bosser un peu, puis après on va aller s'entraîner. Ok, bon super. Bon, en tout cas, merci. Merci encore, ouais. Et puis, si vous aimez, on refera un épisode. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud,
etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!